ننساك يا ماما يا ماما عمري ما ننساك عايش في الدنيا غير برضك يا ماما عمري ما ننساك. Le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM. Et le Book Club de Beurre FM, c'est l'émission qui parle des livres avec ceux qui les écrivent, à ceux qui les lisent. Bonjour, bienvenue, bon dimanche, émission en direct réalisée par mon ami Mohamed Marouf. Et notre invité aujourd'hui s'appelle Mustapha Zem. Bonjour et bienvenue Mustapha. Bonjour. Vous publiez Les Pas Perdus, c'est votre premier roman chez Jean-Claude Lattès, un voyage à travers le temps, un livre thérapeutique peut-être même pour celui qui écrit à la première personne du singulier. Il est devenu en tout cas. Très thérapeutique. Ouais. C'est un livre sur lequel vous vous retournez sur l'histoire de votre famille. Qu'est-ce que ça fait de regarder dans le rétroviseur ? Écoutez, sur l'histoire de ma famille, mais en tout cas essentiellement la mienne à travers ma famille et à travers toutes les personnes qui m'ont entouré, qui m'ont marqué, en tout cas qui ont eu un sens dans ma vie. Qu'est-ce que ça fait ? Ça permet simplement de dérouler le fil de sa vie pour comprendre et puis en déroulant cette pelote voir un petit peu là où les fils s'entremêlent pour essayer de comprendre. À l'origine, c'est une vocation qui est née quand même d'un drame, d'un accident, d'une souffrance où en étant coincé entre un présent douloureux, souffrant et un avenir désespérant et incertain, quand on ne sait plus où on va, c'est de savoir un petit peu au moins d'où on vient. Et j'ai la chance, en tout cas, malgré le trauma crânien et la commotion cérébrale, j'ai toujours la nature m'a doté d'un sens, enfin d'un don qui est celui du souvenir, de la mémoire. Et la mémoire des dates notamment. Des dates, des lieux, des personnages et surtout des détails. Alors, vous parlez d'un accident. Le héros de votre livre s'appelle Mousse. C'est le Mustapha, Mousse, Moustika. Absolument. L'élu. Il se réveille après donc un long voyage de 5 jours. Il a été plongé dans le coma. Il est tombé sur la tête. Vous savez cette expression ? Je suis tombé sur la tête. Qu'est-ce qui fait ? Comment est-ce qu'il est tombé sur la tête ? Les raisons, les circonstances, j'allais dire, à la limite, c'est un détail presque futile par rapport au symbole que ça représente. Au cours d'une soirée, je me lève et je tombe, mais je tombe à l'arrière de la tête, comme si on m'avait projeté violemment. Le pourquoi du comment. Et donc vous tombez sur le dos de la tête, je tombe sur l'arrière de la tête. Tout à fait, tout à fait. Plus tard, en tout cas, quand je vais vraiment cheminer pour essayer de comprendre, essayer de guérir, je comprends que la vie m'a jeté à terre et a fait en sorte que tout allait s'effondrer sur tous les plans de ma vie, que ce soit au niveau affectif, sentimental, professionnel, comme si, à un moment donné, quelque part, alors la vie, l'univers, la création, la source, Dieu, appelons ça comme on veut, me disait, écoute, stop, on va tout arrêter, on va tout remettre à zéro, on va tout remettre à plat, et on va tout recommencer en reconsidérant tout. Donc, c'était à moi de comprendre ce qu'il fallait reconstruire, mais le symbole de cette chute et du trauma crânien qui va me plonger dans l'imaginaire, dans mon histoire, dans mon origine, et en même temps qui va aussi me plonger dans une espèce de vacuité totale, c'est-à-dire que tout, ça va être un vide, un ennui. Tous ceux que j'aime, j'avais une vie, en tout cas, parfaite avant. J'avais en apparence. En apparence, oui, en tout cas. Pour l'extérieur, elle était bien, votre vie. C'est exactement ça. Pour l'extérieur, elle était très bien, ma vie, et j'œuvrais en tout cas pour qu'elle paraisse belle, équilibrée et lumineuse. C'est-à-dire que vous étiez, vous aviez une bonne situation professionnelle. Tout à fait. Une femme ravissante, des enfants adorables, absolument, une famille équilibrée. Tout à fait, tout à fait. Bon.
Et puis tout d'un coup, tout ça va s'effondrer, je vais perdre mon travail, la femme ravissante va partir sans donner signe de vie et sans explication. Mes enfants vont divorce s'éloigner. Par Internet, ça c'est la modernité. Aujourd'hui, c'est l'absurdité, ouais. C'est effectivement. Et puis, elle s'appelle vraiment Nour, parce que ça s'invente pas, Nour. Hein. Non, ça ne s'invente pas, mais Nour signifie lumière en arabe, et parce que c'est une personne qui a eu la capacité d'allumer la lumière dans ma vie, comme de l'éteindre et de me laisser seul dans le noir, dans mon mal-être. Voilà. Donc, Mustapha se réveille après 5 jours de coma, et sa personnalité a changé. Complètement. Qu'est-ce qui a changé dans sa personnalité subitement au moment où il se réveille ? D'abord, une perte totale de repères dans le temps et dans l'espace. En fait, on se réveille en pleine nuit dans une chambre d'hôpital, une espèce de blouse en papier, une perfusion, et puis il y a une peur, on se demande ce qu'on fait là, on ne comprend pas. Et je me souviens être sorti dans le couloir et puis j'interpelle une infirmière ou une aide-soignante, mais avec une espèce de rage, de colère, ce qui n'est pas du tout vraiment dans ma nature. Non, ce qu'il faut comprendre, c'est que Mustapha, c'est un gentil. C'est un gentil, un doux. Et on le lui répète suffisamment. On me l'a trop répété. On m'a comparé, on m'appelait l'agneau même. C'est vous dire. Et puis, alors il y a l'effet, bien sûr, de la commotion cérébrale, du trauma crânien. Et les symptômes, en l'occurrence, ce sont des émotions qui vont être multipliées par 10, par 100. Si vous êtes triste, vous allez être 100 fois plus triste. Si vous êtes en colère, votre colère, elle va... C'est une rage qui va s'exprimer cette fois-ci. C'est-à-dire que vous allez l'exprimer, la colère. Et je me souviens que la première colère que j'ai eue, c'est en sortant dans les couloirs de l'hôpital, et comme un vieux détraqué qui attrape une infirmière en disant qu'est-ce que je fous là, je veux rentrer chez moi, où sont mes affaires, etc. Et qu'on me raccompagne dans ma chambre comme un dément, en disant calmez-vous, allez retournez dans votre chambre. Voilà, c'est là que les choses vont changer, mais c'est surtout après, quand je vais retourner chez moi, qui a du monde dans ma maison, toute ma famille, mes frères, ma sœur, ma nièce, mon neveu, mes enfants, mes grands-enfants. Et là, mais qu'est-ce que vous foutez là ? Mais qu'est-ce que vous faites là ? Mais sortez de chez moi. Pourquoi vous êtes là ? Pourquoi vous vous occupez de ma maison ? Pourquoi vous ouvrez le frigo ? Enfin, et là, je ne sais pas, je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce qui se passe. Et cette perte de repères, ça crée une certaine peur. Parce que là, et puis alors après, il y a aussi, c'est le brouillard total dans ma tête. Hein, c'est le brouillard total dans ma tête. Qui s'explique par la commotion cérébrale. Il faut expliquer que vous aviez des lésions dans le cerveau. C'est les conséquences du traumatisme crânien, de la commotion cérébrale. Et il y a cette particularité, ce symptôme qu'on appelle le sans filtre. C'est-à-dire que tout d'un coup, vous allez dire les choses, mais sans délicatesse. Et puis je me suis rendu compte, en tout cas j'ai réalisé que quand je disais des choses avec parfois véhémence, avec colère et sans peser mes mots, j'avais le sentiment de dire une vérité. Alors parfois ça peut être complètement débile, ça n'a aucun sens. Quand je dis à ma nièce, de toute façon t'es moche, tes vidéos sont moches et t'es pas marrante, je le pense pas. En revanche, la plupart des choses que je disais, c'était un peu l'enfant, le petit frère, le doudou, le gentil, etc., qui se révolte en disant stop, j'en ai marre. J'en ai marre de garder les choses pour moi, j'en ai marre de ne pas dire ce que je pense, j'en ai marre d'arrondir les angles, j'en ai marre d'être considéré comme l'enfant parfait, l'enfant doux, etc. Et c'est cette colère-là qui va se révéler, qui va s'exprimer à travers le côté sans filtre. Mais c'est comme les personnes âgées, vous savez que plus les gens vont en âge et plus ils disent ce qu'ils pensent. Ouais. Ils n'en ont plus rien à faire de savoir ce que les gens vont... Alors j'ai peut-être vieilli. Non, ils s'en moquent de ce que les gens pensent d'eux et qu'en fait ils disent souvent
il dit souvent la vérité, en fait. Ouais, tout à fait. Sauf que dans le monde d'aujourd'hui, c'est pas possible. Non, c'est pas possible parce que c'est très difficile. Enfin, c'était très difficile pour ma fratrie, pour ma sœur, pour mes enfants, d'entendre des vérités qu'on mettait sur le compte de non, mais laissez tomber, il va pas bien. Enfin, il a passé 5 jours dans le coma, c'est normal, etc. Et en fait, moi, j'avais envie de hurler ma rage en leur disant mais si, ce que je dis est vrai. Et en fait, dans toute cette assemblée, j'ai réalisé qu'il n'y avait qu'une seule personne qui comprenait cette colère, cette rage, ce côté latent qui se révélait au grand jour. C'est mon frère Rochdi. Alors qui s'appelle Sharif dans le... Oui, dans le roman, effectivement. Mon frère Sharif. Oui, non, enfin, c'est comme vous voulez. Oui, non, mais voilà. Donc, c'est très difficile, en tout cas, parce que, bon, c'est un roman, effectivement, le nom des personnages a changé, mais ça reste quand même un récit basé sur des faits réels, sur la réalité. Et il n'y a que lui qui comprenait, il me disait, ce que tu dis est vrai, ce que tu dis est juste, ce que tu dis, je comprends, mais c'est juste qu'on n'a pas l'habitude. Donc, ça dérange. Ça dérange que tu puisses dire d'un moment donné, vous me faites chier, quoi. En gros, c'était un peu ça. Mais c'est vrai, c'est juste, mais on n'a pas l'habitude de t'entendre dire ça. On a l'habitude d'avoir le gentil Mustapha, le papa parfait, le frère parfait, celui qui a été le fils parfait, le mari parfait, le tonton parfait, enfin parfait dans tous les domaines de la vie. Mais parce qu'il a cru qu'on l'aimait comme ça. Et parce qu'il a cru qu'à un moment donné, il n'y avait pas d'autre solution pour être aimé que d'être comme ça. Il a cru que pour être aimé, il fallait... pas pleurer quand on est petit, pas déranger, pas faire de bruit. Non, c'est pas tant ça, c'est surtout aller, en tout cas, faire en sorte de surtout ne pas déplaire et puis d'être aimé en fonction de ce que les autres peuvent attendre de nous. Voilà, on va s'adapter un petit peu et vivre en fonction du regard des autres et puis se construire une vie en ayant toujours la crainte de déplaire ou de décevoir, et finalement on va se construire une vie, une personnalité qui ne sera pas du tout en harmonie avec ce qu'on désire être, en tout cas, et finalement ne pas être aimé pour celui qu'on est vraiment, avec nos forces, nos faiblesses, nos qualités, nos défauts. Il fallait que tout soit parfait, et ça a commencé depuis la plus tendre enfance. À un moment donné, il le sait qu'il n'est pas bien dans sa vie, de toute façon, puisqu'à un moment donné, il le dit à sa mère. Ouais. Il l'annonce à sa mère. Et ça, les gens, quand vous avez été l'enfant parfait pendant toutes ces années, ils ne comprennent pas que subitement, vous dites que vous êtes mal dans votre vie. Et que ça peut être aussi dû à une certaine construction familiale, à la place qu'on vous a toujours donnée, à tous ces non-dits. Tout à fait. Et ça, c'est quelque chose que ma mère avait du mal à entendre quand je lui dis, mais maman, tu sais, je suis pas heureux. Tu me vois avec mon costume cravate, ma belle voiture, une femme, des enfants, tout est parfait, tout est beau, tout est mon pavillon témoin. Oui, tout à fait. Tout ça, c'est beau. Je dis, mais ça correspond pas à ce que finalement, ce que j'aurais voulu, si tant est que j'avais su désirer ma vie. Et elle me disait, mais non, mais tout va bien, tu as une femme qui t'aime, que tu aimes, tes enfants sont beaux, regarde, tu as un beau métier, etc. J'ai dit, mais maman, j'aime pas mon métier, j'aime pas. Tout ça, c'est une vitrine. Vous êtes directeur financier, enfin, vous étiez directeur financier. Je suis toujours. Et toujours ? Ouais. Ah oui, il faut bien vivre. Directeur financier un jour, directeur financier toujours. Ah, vous avez replongé ? Bah, j'ai replongé, ouais, effectivement, il a fallu. Ah, c'est les 5 chiffres à la fin du mois, c'est ça ? Ouais, exactement. Ouais. Enfin, 5 chiffres, c'est beaucoup quand même. 4 chiffres. C'est 4 chiffres. Ah, vous êtes un petit directeur financier. Non, j'ai pas j'ai pas explosé encore. Mais c'est vrai que c'est important, finalement. On peut avoir cette vie où finalement tout va bien. Enfin, matériellement. Oui. Matériellement. Pour les autres, finalement, tout va bien. Bah, en fait, c'est un petit peu le schéma, le modèle que je me suis construit en fonction de ce qui me paraissait être le symbole de la réussite et de la consécration. Je suis le Benjamin d'une famille de 5 enfants. J'ai grandi dans une cité du 5 ou 6 Alors, ou 7 Non.
Vous avez raison parce que la question se pose à un moment donné, et c'est vous qui le dites. Vous dites à un moment donné, il va falloir qu'on s'habitue à restituer à Aïcha sa place et s'habituer à dire que finalement, je suis issu d'une fratrie de 6. Et vous faites bien, parce que j'ai été le premier à faire la remarque il n'y a pas si longtemps à ma fratrie en leur disant, on arrête de dire qu'on est 5 enfants, on est 6 enfants, je suis le 6e, Rochdi est le 5e. On a une sœur, il ne faut pas l'oublier, même si on ne l'a pas connue, enfin en tout cas, nous ne l'avons pas connue, elle est décédée à l'âge de 6 ans, elle était née au Maroc, et durant cette traversée de la nuit noire, elle est apparue. Vous voyez, il y a des choses extraordinaires qui peuvent se produire. Elle fait partie des gens qui apparaissent, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont vous apparaître. Oui, tout à fait. Et votre sœur Aïcha, ma sœur Aïcha apparaît, je vais rêver d'elle, je vais penser à elle, je vais sortir des photos d'elle, puis il y a pas mal il y a des phénomènes. J'avais ressorti des vieux documents, dont le livret de famille de mes parents un beau jour, puis je me suis dit, tiens, moi qui connais la date, vous savez, les chiffres, je sais pas, c'est quelque chose qui, je les retiens. Mais je ne connaissais pas la date d'anniversaire de ma sœur Aïcha. Et puis un jour, je sors le livret de famille, je me dis, tiens, elle est née un 18 décembre 1957. Je me dis, c'est incroyable, je connais la date de naissance de tous mes frères et sœurs, mes neveux, nièces, enfin bref. Et je connaissais pas cette date. Et puis je me dis, tiens, le 18 décembre. Et alors là, j'ai un frisson qui me parcourt tout le corps. Ce jour-là, on est le 18 décembre. Et à partir de là, je me suis dit, non, là, ça, c'est un signe de l'univers, c'est un signe qui m'est envoyé. Et j'ai envoyé un message à tous mes frères et sœurs en leur disant, c'est l'anniversaire de notre sœur. Elle aurait eu 63 ans aujourd'hui. S'il vous plaît, allumez des bougies, de l'encens, faites ce que vous voulez, des prières, mais voilà. Et du coup, j'ai vraiment œuvré pour lui donner une vraie place dans ma vie. J'ai fait construire une plaque, puisque a priori elle n'a pas de sépulture, de tombe, et je l'ai déposée sur la tombe de ma maman. Et je dis voilà, comme ça, quand on ira se recueillir, on se recueillera aussi pour elle, parce que ne l'oublions pas, elle fait partie. Donc je suis le Benjamin d'une famille de 6 enfants. Et la suite, après une page de publicité, puisqu'il faut faire rentrer de l'argent dans la caisse, vous connaissez la date de naissance de Marius Trésor ? 19 janvier, quelque chose. Alors ça doit être dans les années 50. Ouais. Tiens, Moinde, spécialiste de foot, il est né quand il est, ça doit être quoi, 59, non, ou 51, tu penses 51, Moinde? Non, pas dans ton micro. Oui. Entre 51 et 53. Bon, on va regarder. Non, je dis ça parce que vous êtes né le même jour que lui. En tout cas, vous n'êtes pas né la même année, mais vous êtes né le même jour. Mustapha Zem, c'est son book club aujourd'hui. L'invité jusqu'à 13h sur Beurre FM. عايش في الدنيا غير برضك يا ماما عمري ما ننساك. Mustapha Zem, c'est votre book club. Vous êtes là pour nous parler de Les Pas Perdus aux éditions Jean-Claude Lattès. Et évidemment, cette chanson que vous venez de chanter. C'était pas prévu, hein. Non, c'était pas prévu, mais cette chanson, vous la connaissez bien, puisqu'elle a bercé votre enfance. Et c'est la bande originale de votre livre, on va dire. Oui, c'est une chanson, quand je l'écoute, et plus encore aujourd'hui, elle crée beaucoup d'émotions. En tout cas, ça a été une belle surprise et je vous en remercie. Je la chantais, ma mère la chantait à l'époque, et on chantait beaucoup. J'ai appris beaucoup de chansons arabes avec ma mère. Et aujourd'hui, vous comprendrez que les paroles de cette chanson ont encore plus de sens pour moi, et chaque fois que je l'écoute, je ne peux pas m'empêcher de la regarder et de regarder sa photo et de sourire. C'est une forme de reconnaissance, de gratitude qui veut dire: je ne t'oublierai jamais, maman, je ne t'oublierai jamais. Tu as bercé ma vie de ta tendresse, jamais je ne t'oublierai. Voilà, donc c'est une grande pensée pour elle aujourd'hui, avec beaucoup d'émotion. Et avec vos paroles, on comprend que dans votre roman, il y a énormément d'amour inconditionnel pour votre mère, et une relation plus compliquée avec votre père, mais une relation quand même très... pas fusionnelle, mais vous étiez l'enfant préféré. Oui, je pense que dans ma fratrie, j'ose affirmer que nous n'avons pas eu les mêmes parents. On a eu tous la même maman qui nous a tous aimés de façon inconditionnelle. C'était une maman fragile, qui était dialysée, donc qui avait une santé très très fragile. À une époque où on ne faisait pas des dialyses aussi facilement qu'aujourd'hui, vous voyez ce que je veux dire. 6 heures, et qui vraiment la diminuait. Mais
elle a vécu 28 ans avec cette maladie, sans jamais s'en plaindre, sans jamais nous imposer son mal-être, alors que même ne serait-ce que physiquement, on la voyait diminuer, amaigrie, affaiblie. Et puis chaque fois qu'elle rentrait de dialyse, moi, ça a créé une peur, parce que j'ai toujours, dès l'âge de 10 ans, quand elle a commencé à être dialysée, j'avais peur d'une chose, c'était que ma mère nous quitte, enfin qu'elle quitte ce monde en nous laissant seuls. Mais elle nous aimait tous de la même façon, et de telle façon qu'elle faisait en sorte de nous laisser croire à chacun qu'elle nous aimait plus que l'autre. C'était une façon pour elle de dire: je vous aime tous autant, mais voilà, je vais vous... Et puis un papa, c'était différent, c'était un père charismatique. Lui, il incarnait évidemment l'autorité. Mais moi, j'ai eu la chance, par rapport à mes frères et sœurs, d'avoir un papa où j'avais le sentiment qu'il s'était dit avec moi: tiens, je vais peut-être en profiter, je vais peut-être vraiment jouer mon rôle de père, celui qui joue, celui qui passe du temps, celui qui chahute avec son enfant, celui qui va prendre son enfant dans les bras tous les soirs en regardant le journal télévisé. Et puis c'était quelqu'un avec qui j'allais partout, je l'accompagnais faire le marché, faire son tiercé, aller rendre visite à des cousins. Voilà. Donc j'ai été vraiment bercé dans cette tendresse, dans cette protection par les deux. Et voilà, peut-être même une surprotection qui va, à un moment donné, peut-être devenir une forme de vulnérabilité. Alors on rappelle que Mustapha, le héros de votre livre, en tout cas le narrateur de cette histoire, est victime d'un accident un soir qui le laisse dans le coma pendant 5 jours, et il se réveille avec des émotions qui sont décuplées, surtout les émotions négatives, ce qu'il n'avait pas l'habitude d'exprimer. Et s'ensuit à travers ce livre, qui est un voyage de déconstruction finalement de personnalité. C'est quelqu'un qui va partir, alors aujourd'hui on dirait à la rencontre de la meilleure version de lui-même. En tout cas, c'est quelqu'un qui va se retrouver, essayer de retrouver la vraie personnalité qu'il est. Oui, bien sûr, où on se rend compte que notre chemin n'est pas un chemin de roses sans épines. J'ai réalisé que la souffrance était un corollaire inévitable pour celui qui chemine, et c'était un peu mon rôle. En fait, quand il vous arrive une tuile dans la vie, quand la vie s'effondre, quand la vie s'écroule, la question c'est: qu'est-ce que j'en fais ? Qu'est-ce que je fais d'un drame, d'une situation que je n'ai pas choisie, mais qui m'arrive comme ça, et de toute façon que je ne peux pas changer. Donc, mais au début, il ne sait pas ce qu'il va en faire. Non, finalement, on prend conscience du message des catastrophes, mais rarement sur le coup. Non, au début, c'est dramatique. Je vais me retrouver seul, assis sur mon canapé, perdu entre, je vous dis, un présent où je ne comprends pas ce qui se passe. On en veut à la vie, on a l'impression que c'est une punition. Et on se demande pourquoi, parce que je n'ai rien fait pour provoquer ce drame, hein. C'est pas comme si j'avais joué avec le feu ou pris des risques dans la vie. J'avais même le sentiment profond à l'intérieur que j'avais tout fait pour que tout soit bien. J'avais tout fait pour être un bon papa, pour être un bon mari, pour être un bon en tout, enfin, si tant est que fallait comprendre ce que ça veut dire être bon. Qu'est-ce que c'est finalement être bon ? Est-ce que on est bon parce que on arrondit les angles, parce qu'on dit jamais ce qu'on pense, parce qu'on est dans le moule ? Parce qu'on est dans le moule, parce qu'on fait en fonction de ce qui va plaire à l'autre, en fonction de ce qui va convenir à l'autre. Donc en fait, on vit un peu sous l'emprise du regard des autres. Et c'est ça qu'il va falloir comprendre après et tout remettre en question. Et c'est vers ça que je vais cheminer, en fait. Oui, vous êtes prisonnier d'un couple, vous faites tout pour faire plaisir à une femme qui est jamais contente, par exemple. Par exemple, oui. Alors ça, c'est... Peut-être qu'il y en a qui vont se retrouver, mari et femme, en ayant l'impression de tout donner, que d'être en face d'un conjoint ou d'une conjointe qui est jamais content. Oui, c'est un peu ça. Effectivement, il y a de ça. Donc, il va cheminer, avec un thérapeute, on va dire. Est-ce qu'on peut appeler ça un thérapeute ? En fait,
il y a un moment donné où vous décidez. Il y a deux choix qui s'offrent à vous. Dans la situation où vous êtes, soit vous vous plaignez, et puis vous nourrissez aussi un petit peu de la compassion. Et j'ai eu une famille qui était très 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 présente, malgré les vacheries que vous avez fait. Oui, non, mais ça a été très dur hein, pour eux. Ça a été vraiment. Ils ont dû vraiment affronter le gentil Mustapha qui devenait vraiment colérique, méchant. Mais ils étaient présents. Ils disaient, ils ne m'ont pas lâché. Mais j'étais conscient d'une chose, c'est que devant leur côté. Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Qu'est-ce qu'on peut faire pour lui? J'étais conscient qu'il ne pouvait rien faire. Ma femme s'est barrée. Qu'est-ce que vous voulez en faire? À part m'entendre dire si une de perdue, 10 de retrouvée, j'allais les envoyer balader, encore une fois. Je viens de perdre mon travail de façon injuste, de façon lâche. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Alors, pourquoi ils vous ont licencié, en fait, alors que vous étiez malade? Oui, j'étais malade. Donc, mais parce que de toute façon, c'est pas une cause de non, c'est pas une cause de licenciement. Mais ça, si vous voulez, si on rentre après dans le pourquoi du comment, en tout cas sur un plan purement juridique, oui, ils ont fait n'importe quoi. Sur un plan humain, ils ont fait n'importe quoi. Après, sur un plan purement spirituel, je me dis, ça fait partie du package. Tout va mal. Ma fille qui vivait avec moi depuis mon divorce avec sa mère, ça faisait 8 ans qu'elle vivait avec moi et tout se passait très bien. Et parce que c'est très difficile aussi pour les enfants d'assumer cette situation, d'assumer ce nouveau visage du père qu'ils ne reconnaissent pas. Et quand vous voyez votre fille à l'autre bout du couloir prendre sa valise et dire « Papa, je m'en vais », vous dites, ok, d'accord, de toute façon, au point où j'en suis, tout va mal, tout s'effondre. Donc ça faisait partie de ça. Le travail, c'était la même chose. Ils ont dû taper sur Google traumatisme crânien, et puis alors le groupe, les actionnaires ont dû dire, bon, alors lui, il s'en remettra pas avant 2 ans et demi, c'est ce que dit Google. Donc vous le virez, vous le dégagez, et voilà, sans préavis, voilà. Donc, avec un gros chèque quand même. Non, pas si gros que ça, finalement. Non, pas si gros que ça finalement. Non, mais parce que je suis pas un procédurier, je suis pas quelqu'un qui. J'ai accepté ce qui arrivait en fait. J'étais dans une forme de. C'est pas une forme de résignation, c'est une forme d'acceptation. C'est-à-dire, même s'ils étaient ils ont commis la pire erreur, j'allais dire sur un plan en tout cas de droit social. À un moment donné, quand on m'a dit, voilà, on va faire un accord transactionnel, je suis ok, prends. Et voilà, même si c'est pas grave. Vous n'avez pas résisté en fait? Non, je résistais à plus rien en fait. Puis j'avais pas la force surtout de me battre. J'avais pas la force de me battre et j'avais surtout l'envie de me dire il faut vite tourner cette page parce que je ne pouvais pas faire face à une telle lâcheté. Surtout que j'étais bien dans ce travail, que j'avais vraiment une place privilégié, je faisais un super travail pour eux, donc j'avais trouvé ça lâche, mais tout me paraissait lâche. La vie me paraissait impitoyable et tout s'effondrait. Donc ça, en plus, qu'est-ce que vous voulez que ça change après? Aurais-je eu la force de me battre, d'aller devant les tribunaux? Non, j'étais vraiment assommé, fatigué. Donc ce qui arrivait, je le prenais. C'est pas de la résignation, c'est juste accepte ce qui t'arrive. Voilà. Mektoub? Oui, bien sûr, oui, c'est le Mektoub. Mais le Mektoub, ok, très bien, c'est ton destin, mais avant de se dire non, la vie ne t'a pas puni, c'est pas une punition. C'est après que ça arrive. C'est après que ça arrive. Qu'est-ce que vous avez compris à ce moment-là du personnage que vous aviez construit? Qu'il avait vécu trop longtemps en fonction du regard des autres, qu'il avait vraiment tout fait pour ne jamais décevoir, mais surtout pour plaire. Donc en fait, qui cherchait à être aimé. Mais c'est ça, mais c'est ça qu'on comprend bien, et le passage est déchirant. C'est à un moment donné, il le vit comme une forme d'injustice. Les autres sont aimés de façon inconditionnelle, sans qu'ils aient rien à faire. Ouais. Et lui, il fait tout, et il n'est pas aimé à la même façon. Non, je suis aimé parce que je suis le dernier de la famille. Je suis le petit enfant chéri, adoré des parents.
parce que je suis et je vais en jouer évidemment. Donc je vais être un enfant obéissant, je vais être un enfant doux, un enfant gentil, un enfant toujours présent. Puis alors que j'ai mon frère, on a très peu de différence d'âge, qui va être tout l'opposé. Ça va être le cancre, l'enfant qui fait jamais rien à la maison, qui n'aide pas, qui ne fait pas de ménage. On va pas. Ça c'est Rochdi. Hein. Ouais, c'est Rochdi, exactement. Et du coup, alors qu'on est très proche, on est très très proche, mais en même temps, on n'a pas du tout le même regard des parents. Moi, je suis celui qui travaille bien à l'école, celui qui aide, celui qui mange tout ce qu'on fait à la maison. C'est-à-dire qu'à chaque fois que ma mère faisait quelque chose, je préfère des frites. Moi, je dis non, c'est très bon. Je disais oui à tout. Et puis, dès l'âge de 10 ans, quand ma mère est tombée malade, je suis devenu une petite fée du logis à la maison et j'étais vraiment à son chevet. Je faisais le ménage, j'allais lui chercher ses médicaments, j'essayais de préparer des petites choses à manger. J'astiquais la maison, donc et parfois au détriment des loisirs, d'aller jouer au foot dehors, etc. Et puis le soir, mon père disait, lui il est bon, lui il est gentil, lui il est doux. Et alors je dis, toi t'es pas bien, toi t'es bidonne, toi tu travailles mal à l'école, toi t'es un voyou. Et donc, j'ai joué un petit peu de ça, et forcément. J'ai joué beaucoup de ça, et du coup, j'ai construit ma vie avec cette image, et qui m'a poursuivi jusque dans ma vie d'adolescente, et plus tard dans mon monde d'adulte, et même plus tard dans le monde professionnel, c'est-à-dire vouloir plaire, vouloir être aimé à tout prix. Donc pour ça, il fallait faire en fonction du regard des autres. Mais qu'est-ce que vous avez vécu comme une injustice, alors ? Quand je parlais d'injustice, c'était quand la vie va tout ratisser. Mais est-ce que vous avez l'impression que vos autres frères et sœurs, ils étaient aimés plus que vous ? Non, ça je l'ai compris bien plus tard. Je l'ai compris bien plus tard parce que finalement, Rochdi va avoir le destin et le chemin que vous connaissez. Et tout d'un coup, moi, je vais, dès l'âge de 22 ans, je vais finir mes études. Et puis, je suis diplômé, mais quasiment le lendemain, je vais rentrer dans le monde du travail, avec un beau travail, avec un beau salaire. Et déjà directeur financier. Déjà directeur financier. 2-3 mois après, je vais me fiancer dans les conditions que je raconte dans mon roman, etc. Et en fait, je pense faire bien dans quelque chose de très très conventionnel, tout est rangé, fixé, honnête, une petite vie fleurie, comme mes meubles d'ailleurs à la maison. Et en fait, ma famille entière va me regarder en se disant « Waouh, qu'est-ce qui lui arrive ?» Mais ils pouvaient rien dire parce que, après tout paraissait bien. Et si Moustapha est heureux comme ça, laissons-le être heureux. Mais on aurait préféré, on aurait souhaité, on aurait en tout cas imaginé une autre vie pour lui, qu'il finisse ses études, qu'il aille voyager, qu'il profite de sa vie, etc. Et moi, je suis très vite rentré dans un modèle trop conventionnel. Et ma fratrie, y compris mes parents et surtout ma mère, elle s'est dit, il a l'air heureux comme ça. Il a l'air heureux. En tout cas, c'est l'image qu'il donne de quelqu'un d'heureux. Donc, laissons-le faire. Même si c'est pas très... ça fait pas rêver. Ah, heureusement que vous avez rencontré l'imam Chelgoumi, et ça, c'était du bonheur. Non, mais c'est vrai en plus. Faut rencontrer Chelgoumi. Par hasard, mais avant qu'il devienne... À Drancy. Ouais, tout à fait. Ouais, d'accord. Ouais, avant qu'il devienne le Chelgoumi qu'on connaît. Le Chelgoumi médiatique, effectivement. Oui, d'accord, racontez. C'est une anecdote du livre. Ouais. Votre livre s'appelle Les Pas Perdus aux éditions Jean-Claude Lattès et Mustapha Zem et l'invité du Book Club jusqu'à 13h. We go down to the river, and into the river we drive. Oh, down to the river we ride. Aïe, aïe, aïe. Bon, vivement que les deux frères Zem viennent sur ce plateau faire The River. C'est une chanson que vous faites, Mustapha, avec Rochdi à la guitare, ça. Ouais. Comme chacun sait, Rochdi est un fan inconditionnel de Bruce Springsteen. Il a eu l'occasion de le dire, souvent. Mais il y a quand même une information, un détail important qu'il ne dit jamais, c'est que c'est moi qui lui ai offert son
premier album de Springsteen. C'était en 83-84 et c'était l'album The River. Voilà. Et depuis, c'est devenu une grande histoire d'amour. Oui. Springsteen, dont on attend le prochain album, qui va sortir un album de reprise dans pas très longtemps. C'est un de vos autres frères qui vous offre votre première guitare, Adil. Ouais. Alors je sais pas s'il s'appelle Adil dans la vraie vie, dans le roman il s'appelle Adil de mémoire, mais Abdel, c'est son vrai. Voilà, qui vous offre une guitare. Il vous a apporté beaucoup de confort parce que vous expliquez une enfance où quand même on roule pas sur l'or à la maison et où le mot superflu n'existe pas. Non, on roule pas sur l'or comme toutes les familles de cette cité en fait, et on n'était pas moins nantis qu'eux, et parfois même je trouvais qu'on était mieux. Enfin, on vivait dans un confort bien meilleur que beaucoup de familles, et pas seulement des familles maghrébines, parce que de toute façon il y avait 70% de familles françaises dans cette cité des années 70. On vivait bien, disons qu'on mangeait bien, on partait chaque été au Maroc en vacances. Un père ouvrier, mais qui arrivait en tout cas plâtrier, ouais. Ouvrier hautement qualifié, c'est important quand même. Oui, parce que vous avez travaillé avec lui, vous dites que c'était un artiste. Oui, c'était un artiste. Ouais, c'était un artiste qui était très sollicité, très reconnu. Il a travaillé jusqu'au dernier jour de sa retraite, et encore même après sa retraite, il était sollicité jusqu'au jour où il a décidé de tout arrêter, de plier la bagage, l'auge, la truelle et de rentrer au Maroc. En tout cas, les photos qu'on peut regarder sur la famille, on était toujours bien habillés, on mangeait bien, mais après il n'y avait pas de superficiel comme vous dites. Vous racontez un jour, vous avez envie d'un jean, votre père vous emmène au marché acheter le jean. Bon. Eh oui. Oui, alors que moi je voulais un jean qu'on vendait au centre-ville de Drancy, dans les petits magasins, et là ça a été une catastrophe. C'était pour lui comme une provocation, c'est-à-dire tu m'emmènes jusque là pour acheter un jean qui vaut 2 ou 3 marchés. Enfin, ça a été un moment difficile, mais ok. C'était l'adolescence, bon, c'était arrivé plus tard. Mais c'est pour ça, pour expliquer que votre frère, finalement, qui lui travaillait, aidait au superflu en fait. Il avait un cœur énorme, et je crois même, je le dis à la fin de mon livre, que c'était certainement le préféré de ma maman et même de mon papa, sans qu'il le sache. Mais il avait un cœur énorme, et il pourvoyait aux besoins de ses frères et sœurs, en tout cas pour la partie que mon père considérait comme superficielle. Donc si on avait besoin de telle paire de chaussures ou tel jean, ou même de partir en vacances, et là en l'occurrence vous parlez de la guitare, c'est lui qui me l'a offert. Mon père n'aurait jamais pensé, parce que à quoi ça sert, et m'a offert ma première guitare qui était vraiment un cadeau merveilleux. Avant de revenir sur Rochdi, on va revenir sur Chez le Goumi, c'était avant la publicité, mais il y a toujours un moment Chez le Goumi dans les émissions. Alors Chez le Goumi, parce que c'était l'imam de votre ville, Drancy. Non, c'était pas l'imam à l'époque où je vivais à Drancy, il n'existait pas Chez le Goumi. C'était d'ailleurs, on parlait pas d'imam ni de mosquée à Drancy, de mon Drancy à moi en tout cas. Chez le Goumi est rentré en scène après que moi j'ai quitté Drancy. Mais j'ai eu l'occasion effectivement de le rencontrer avant qu'il soit ce personnage médiatique, dirons-nous. Au cours d'une veillée funèbre, j'avais perdu un ami qui était décédé brutalement d'une crise cardiaque. Et là, je l'ai découvert, mais sans savoir que c'était celui qui allait devenir celui qu'on connaît aujourd'hui. Et c'était une autre image. On va parler de Rochdi. Vous expliquez dans votre livre une anecdote qu'on connaît peu, c'est que comment il a refusé de tourner une pub pour Renault, une pub pourtant super bien payée pour la Renault Clio.
moi, je l'explique pas. C'est au tout début. Hein. Ouais. C'est quoi l'histoire? Racontez l'histoire à tout le monde. Rochdy travaillait au Puce et à Clignancourt. À Clignancourt, ouais, tout à fait. Et il vendait des chaussures. Il vendait des chaussures, ouais. Et puis, il avait commencé à fréquenter les scènes de théâtre, donc il faisait beaucoup de théâtre, et puis il courait un petit peu le cachet ici, mais vraiment pour le plaisir. Il avait aucune ambition de devenir acteur. Et un jour, on l'appelle pour une pub, vous savez, une pub pour, je peux dire le nom de la marque de véhicule, Renault. Et c'était cette pub où il y avait un fils d'Émir qui voulait une Clio. Et son père lui dit, la regarde et fait pas assez cher, mon fils. Et le fils s'énerve parce qu'il la veut et dit, mais elle a tout d'une grande. Et voilà, donc c'était ça. Et c'était payé, alors je vais parler en francs français, à l'époque c'était payé entre 8 000 et 10 000 francs. C'est-à-dire ce qui gagnait peut-être... 1 million ancien d'époque, on disait. Ouais, non, on était déjà dans les nouveaux francs, quand même. Non, à 10 000 francs, ça faisait 1 million. Ouais, ça faisait 1 million ancien. Et je lui dis, mais t'es fou, attends, je gagne dans 4 mois, 5 mois. Et puis, je sais pas, il a eu cette lucidité. Et c'est là où je lui voue toute mon admiration, parce que il a dit non, si je fais ça, c'est mort. Et il le savait, alors qu'il était loin d'être... il avait même l'argent, fait du cinéma. Ouais. Et puis c'était une somme quand même importante. Et je raconte cette anecdote juste pour dire à quel point c'est quelqu'un qui a toujours su ce qu'il faisait, où il allait. Et là où il allait, c'était toujours là où on l'attendait le moins. En tout cas, nous, ses proches, sa famille. Et il nous a notamment sur ses choix théâtraux au début. Ouais, tout à fait. Et plus tard, sur ses choix cinématographiques. Alors, Rochdy Izem, la famille Izem est à l'honneur ce mois-ci, puisque lui, il va proposer son film sur la famille. Ouais. Lui, il dit que c'est une histoire universelle, l'histoire de la famille. Est-ce que vous pensez que l'histoire de votre famille, c'est une histoire universelle ou c'est l'histoire d'une famille issue de l'immigration? Non. La trame, évidemment, bien sûr que c'est je raconte l'immigration de mes parents parce que je trouve qu'il y a toujours quelque chose d'intéressant à raconter quand on a quitté le Maroc pour venir en France, et puis ensuite la maman qui va suivre avec ses 3 enfants et Rochdy et moi qui allons naître en France. Ça, c'est notre histoire. Elle peut être universelle. On aurait pu immigrer aux États-Unis ou n'importe où. Il y aura toujours quelque chose à raconter, mais c'est pas l'histoire de l'immigration. C'est la façon dont vos parents vous ont élevé. À un moment, vous partez au Maroc en colo l'été, vous revenez, vous rencontrez quelqu'un, vous commencez votre apprentissage de la spiritualité, de la religion, de l'islam. Et votre père, vous avez 10 ans, vous dit tu sais, c'est pas bien de faire la prière. Parce qu'il se projetait dans la vie prochaine que vous auriez en France. Qu'est-ce qu'il vous a dit à ce moment-là? Il avait quelque chose, je trouve, d'assez avant-gardiste. C'est-à-dire qu'il savait pertinemment que ses enfants vivraient en France et feraient leur vie en France. Qu'à aucun moment, il y aurait eu un retour. Et d'ailleurs, pour Rochdy et moi, il ne pouvait pas y avoir un retour parce qu'on n'en est jamais venu. Et mes 2 frères et ma sœur sont venus quand même assez jeunes. Donc lui savait que notre vie était ici. Après, c'est pas bien de faire la prière. Pour lui, moi j'étais revenu du Maroc, j'avais eu cet apprentissage, j'avais rencontré un moniteur formidable, gentil, plein de bonté, mais la prière qui m'a enseigné était encore une prière pleine de spiritualité, de bienveillance. Mais quand je suis rentré à l'âge de 10 ans, alors c'était fini. Je voulais plus sortir dehors parce que les copains de la cité, ils crachent par terre, ils disent des gros mots et tout. Et mes oreilles pieuses ne pouvaient plus supporter ça. Et il a compris que
c'était totalement incompatible, d'abord avec mon âge, parce que vraiment il faut quand même une certaine maturité pour commencer à s'intéresser à que ce soit la religion ou la spiritualité, et ensuite que je risquais même de gâcher ma jeunesse, à rester enfermé, à faire mes ablutions, mes prières, et puis commencer à avoir un regard critique sur tout ce qui se passait autour de moi. Et c'est dit, oh stop, plus tard, attends, t'es encore trop jeune, arrête ça, retourne jouer au foot, vis ta vie, et un jour, quand tu comprendras en tout cas un peu mieux la vie, peut-être que tu reviendras à ça, mais avec un autre regard, une autre approche. Bien, alors le roman s'appelle « Les pas perdus », aux éditions Jean-Claude Lattès. Tiens, montrez-le à la caméra. Puisque l'émission est filmée, c'était le premier, elle est là la caméra. Mustapha, c'est celle qui vous a filmé en train de chanter. Premier book club de Mustapha Zem. Merci du bon moment qu'on a passé. Merci à vous, merci pour votre accueil. Compagnie, votre livre est très puissant pour les gens qui s'interrogent notamment sur la place dans la fratrie. Il y a beaucoup de questionnements et beaucoup d'allers-retours qui illustrent bien cette thématique. Merci d'avoir été avec nous. Merci. Passez un très bon dimanche. Vous réécouterez l'émission en podcast sur beurrefm.net et vous verrez la vidéo sur notre chaîne YouTube.